Bourgito, pardon. Voilà, on se découvre ce soir. C'est aussi ça, Bordeaux demain. Voilà, qui va quand même embrasser un sujet extrêmement large, puisque les emplois et les entreprises de demain, autant dire que comme on n'a pas 6 mois, on va effleurer le sujet. C'est évidemment ces questions économiques qu'on n'avait pas abordées sont fondamentales, même si toutes celles qu'on avait abordées jusqu'à maintenant les touchent de près ou de loin. Voilà, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme à notre habitude, l'intervenant qui vient défend une position sur le sujet, une conviction, qui est souvent nourrie d'une expérience. En l'occurrence, tu gères la pépinière de Sud-Ouest. Voilà, entre autres. Donc c'est l'occasion pour quelqu'un d'exprimer un peu un point de vue. Il y a dans la salle des gens qui sont au fait de ces questions, Jean-Louis, Céline, et puis d'autres. Donc peut-être que les uns et les autres, j'espère, voudront aussi débattre. L'idée de ce soir, c'est un peu de repartir, puisque quand même il y a eu les vacances d'été, d'intensifier aussi un peu les choses, parce que je dis aussi qu'on a décidé de faire des petits ateliers par quartier, pour ne pas être exclusivement sur des thématiques. On a fait ça à Augustin, on fera Codéran, Saint-Michel, les 8 quartiers. Et donc ce soir, avec Laurent, on va peut-être commencer à débroussailler la question, et puis il y a peut-être des choses qui vont émerger grâce à vous, qui nous donneront la possibilité de faire d'autres ateliers, avec peut-être des idées d'intervenants que vous aurez. Et l'idée, c'est bien ça, de ne pas dire voilà, la vérité absolue est celle-là, mais comment est-ce qu'on peut réfléchir autour de ces questions. Ça vous va comme ça? Voilà, et bien c'est à toi. Tout simplement vous expliquer un peu qui je suis, ce que j'ai fait. En fait, moi j'ai eu plusieurs vies, certaines à loi, mais d'autres non. Dans celles qui peuvent être dites, en fait ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis entrepreneur. J'ai eu ma première boîte à 21 ans. J'en ai 43, donc j'ai créé une agence internet qui s'appelait Web Future en 99, que j'ai quitté en 2003. On a fait des sites internet. Je suis parti comme directeur de projet à la BNP à Paris pendant quelques mois et j'ai bien vu que je n'étais pas fait pour bosser d'une part pour de l'administratif et encore moins à Paris. Revenu sur Bordeaux en 2003, en 2004 pardon. J'ai travaillé pendant 1 an en freelance où j'ai pu gérer la communication du déménagement du siège social de Gaz de Bordeaux depuis Berlin vers Asie. Et ensuite en 2005 j'ai créé une boîte qui s'appelle aujourd'hui Snap, qui fabrique une application mobile qui s'appelle Feedme et qui gère tout un tas d'autres clients, que j'ai monté comme leader européen, qu'on a internationalisé, qu'on a monté à plus de 25 salariés. On a fait une levée de fonds d'1 million et d'1,5 million. Et en avril 2017 de l'an dernier, mes chers associés m'ont viré, m'ont volé ma société et m'ont mis sur le carrosse. Donc on peut dire que j'ai été Facebooké. Donc j'ai eu 8 mois assez complexes et les planètes se sont réalignées, j'ai eu un petit coup de bol probablement. Les procès démarrent lundi, je ferai une réserve du calendrier pour quand je récupère un petit peu ce qu'on m'a volé, enfin ce que j'estime qu'on m'a volé. Les juges de droit. Et donc en fait j'ai rencontré les équipes d'incubateurs, donc qui est une start-up de start-up. Donc en fait le premier réseau d'incubateurs de France, à savoir une boîte qui va aider des jeunes et des moins jeunes, quelle que soit leur catégorie sociale, quel que soit leur background, leur histoire, etc., qui ont des idées. Et on est parmi, je pense même le seul incubateur à prendre des idées qui vont être des idées qu'on appelle post-it, à savoir une personne qui a une idée, qui a simplement juste une idée, mais qui n'a pas de connaissances techniques, pas de connaissances de management, qui ne sait pas forcément ce qu'est un entrepreneur, mais dont on sent qu'il a la fibre entrepreneuriale. On va la prendre dans notre incubateur et on va essayer de la manager, de lui donner un petit peu les éléments de son accompagnement qu'elle n'a pas pour devenir ce qu'elle pourrait faire. Et donc là, ça m'a donné un petit peu un ego boost, puisque j'ai appris a posteriori que j'avais été sélectionné sur 204 personnes. Aujourd'hui, je dirige donc l'incubateur Bordeaux, je suis devenu associé également de la structure nationale. Et on m'a donné également les clés de Théophraste, qui est l'accélérateur du groupe Sud-Ouest. Donc il y a bien 2 entités particulières, une privée, incubateur, et une qui est Sud-Ouest. La différence entre les deux, c'est que dans l'incubateur, on prend des startups
ou des entrepreneurs qui ont des idées. Dans la deuxième, on prend des sociétés déjà existantes qui veulent aller plus vite, qui ont besoin d'un groupe pour les aider à aller vers des levées de fonds et se déployer. Voilà. Aujourd'hui, je suis un coach de start-up. Mais bon, étant entrepreneur normal depuis 20 ans, Bon, très bien. Venez me voir. Donc, à côté de ça, évidemment, j'ai créé une autre boîte, parce qu'en entrepreneur, on est toujours. Oui. Donc voilà. Alors, je serais bien présomptueux de parler de l'emploi en général. Je vais vous parler un peu de ce que je connais, de ce que je vois, de ce qui a évolué, de ce qui aujourd'hui pointe un petit peu dans le marché. Parce que j'ai appris, parce que là je reviens de l'inauguration de l'incubateur de Kelch, j'ai appris que Bordeaux était. C'est fini ou pas? Je suis parti. Il vient de venir, il était là-bas aussi. Je suis parti comme un voleur et c'était en train de finir. J'ai appris que Bordeaux était la première métropole en termes de création d'emplois. Donc ça, c'est un point que je n'avais pas en termes de détails de proportionnalité. Ce que je savais également, c'est qu'après Paris, Bordeaux est la ville qui a le plus, enfin, la métropole qui est la métropole qui a le plus de création de start-up en France. C'est intéressant. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a clairement une révolution sur l'entrepreneuriat, puisque là, je viens de rentrer ma 4e promo. Ça fera 1 an dans un mois que je suis là où je suis. Et on a eu plus de 50 candidatures de start-up dans notre incubateur qui se trouve au 4e étage du groupe Sud-Ouest. Donc 50 candidatures, c'est énorme. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais nous, on n'a pas pour habitude de dire non à quelqu'un qui vient d'un cabinet de merde. Excusez-moi, je parle très franc, donc aussi pour ça. Un chat. Généralement, je pense qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui dit les choses et puis voilà, pas bien que pourra. Non, ce qui est important, c'est que nous, on ne casse pas les envies. Par contre, lorsqu'une idée n'est pas forcément intéressante, on essaie de voir dans quelle mesure on peut aussi l'adapter, de voir dans quelle mesure on peut rebondir. On va d'abord prendre la personne avant de prendre le projet. C'est-à-dire qu'on peut prendre une idée pourrie avec un très bon porteur de projet, et on va trouver le moyen d'améliorer son idée. En revanche, si une idée est géniale mais que la personne est complètement tordue, on la prendra. Parce que travailler avec quelqu'un avec qui ça ne plaît pas, peut-être que j'aurais eu encore ma boîte si ça avait été le cas. Aujourd'hui, ce que je vois également, c'est que un réseau d'incubateurs, enfin les incubateurs, tout le monde sait ce que c'est. C'est ces structures qui aident des sociétés dans le digital ou non à décoller, à prendre leur marché, à trouver leurs clients, à fabriquer leurs produits. Et on ferait comme les champignons à l'automne, en espérant qu'il n'y ait pas trop qui meurent à l'hiver. En tout cas, il y en a énormément, ce qui montre qu'il y a vraiment énormément de création et d'idées sur la région et sur la métropole. Ce que je vois en travaillant avec beaucoup de grands groupes, parce qu'on a dans notre réseau 200 mentors qui viennent de mon ancienne vie. Donc, avant, je travaillais avec Apple, Microsoft, Samsung, avec le patron du retail, donc Leclerc, Carrefour, Auchan, avec les patrons du digital. C'est que en travaillant dans ces grands groupes, moi j'ai vu pendant ces dernières années, et puis il y a un article dans Le Monde qui parle il n'y a pas très longtemps, qui est assez intéressant, qui montre qu'on a en France une tendance à créer de plus en plus de métiers de bullshit métiers à la con. Et ça, je vois qu'il y en a de plus en plus. Et on essaie de lutter contre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les 5 catégories de métiers à la con qui se créent aujourd'hui de plus en plus. Il y a tout un tas de métiers qui ne servent à rien et qui pourtant prennent la place de métiers qui pourraient être beaucoup plus utiles. Et celui qui m'a fait beaucoup plus rire, c'était le métier de ceux qui permettaient de résoudre les problèmes générés par ceux qui étaient juste au-dessus d'eux. En fait, maintenant, il y a des correcteurs de bugs, c'est-à-dire qu'un développeur qui va créer des bugs, mais en fait, on va embaucher quelqu'un pour le débugger. Alors que si on prenait quelqu'un d'autre, peut-être qu'il va pas le débugger à l'aise. Et ça, on peut le voir également dans tout un tas d'autres métiers, pas que dans le technique. On va prendre quelqu'un qui est très bon dans sa spécialité, mais qui va faire tellement de plantage qu'on va embaucher quelqu'un pour corriger ses conneries. Donc voilà, là aussi, c'est plutôt rigolo. En tout cas, plus sérieusement, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la société engendre énormément de nouveaux projets, de nouvelles idées, pas forcément tout le temps des bonnes. Et le plus compliqué aujourd'hui, c'est de savoir s'adapter à ces idées. Il y a des idées qui sont géniales sur le papier, mais qui s'avèrent être impossibles à réaliser. Il y a des réalisations qui, une fois qu'elles sont faites, marchent tellement que forcément les réglementations arrivent pour les détruire en l'œuf, ou certaines qui sont carrément illégales, et on les laisse courir un petit moment jusqu'au moment où on les arrête.
C'était le cas de Liverpool. Fut un temps où on laissait n'importe qui devenir taxi et ça a généré tous les problèmes qu'on a vus. C'est le cas aujourd'hui de la patrouille qui rattrape Airbnb avec toute cette concurrence déloyale sur l'hôtellerie. Donc tout ça, ça engendre finalement tout un tas de nouveaux métiers et de nouvelles sociétés, de nouvelles idées qui cherchent à combler les trous en fait, de tout notre système. Et ce que nous, on essaie d'expliquer à tous ces porteurs de projets qui créent leur boîte, c'est de regarder le problème du bon côté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le problème forcément depuis sa face la plus émergée, peut-être regarder en fait ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on a pléthore de créateurs, de start-upers qui arrivent en disant ils font simplement une liste de tout ce qu'on peut leur livrer chez eux. Puis dès qu'ils voient un truc qu'on peut pas leur livrer, il faut faire la start-up qui va livrer ça. Donc c'est sympa, mais c'est absolument l'inverse. C'est complètement l'inverse de ce qu'il faudrait étudier le problème. Parce que si demain je me rends compte que tiens, on ne livre pas les sans-voyés chez moi, je vais créer une boîte pour livrer les sans-voyés, c'est compliqué, ça va pas être de livrer les sans-voyés, le plus compliqué c'est de mettre en place la logistique de livrer les sans-voyés. Donc en fait, il faut plutôt trouver le moyen de fabriquer tout un système de chain supply, de logistique pour livrer le produit et non pas simplement trouver le produit que Madame Michu ne va pas trouver chez elle. Donc c'est assez marrant de voir un peu les différentes idées qu'on trouve. En tout cas, si aujourd'hui j'avais eu l'accompagnement moi de ce que je vois dans tous les différents incubateurs, je le répète encore, j'aurais sûrement encore ma boîte. Après, je ne dis pas que je serais pas mieux, que je suis pas mieux là où je suis, sûrement, parce que je travaille avec on va dire le fait de rentrer chez moi en disant que j'ai aidé des jeunes ou des moins jeunes à développer leur boîte, plutôt qu'à essayer de faire absolument le profil. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que je vois qu'aujourd'hui, les métiers émergents, en particulier dans le digital, parce que je ne vais pas vous parler de choses que je ne connais pas, sinon ça sera un petit peu trop long. Mais en tout cas, si je parle de ce que je connais un peu, à savoir le digital, je me rends compte qu'il y a souvent des porteurs de projets qui viennent avec des super idées, qui savent la vendre hyper bien, qui pourraient vous vendre tout ça juste avec ce qu'on appelle du sladeware, c'est-à-dire juste avec 3 PowerPoint. Ils vendent simplement des fichiers PowerPoint en disant là j'ai une super idée, on peut faire ça, on a trouvé un marché, etc. Mais derrière, ils n'ont pas de tech, ils n'ont pas de développeurs. Et donc, il faut trouver des développeurs. Et à l'inverse, on arrive avec des geeks qui ont des looks assez improbables, mais on en a tous eu, et qui arrivent avec des super idées super développées, mais qui ne savent absolument pas répondre. Et là, il faut justement qu'on leur trouve le bon commercial. Donc on a également créé au sein de notre structure une sorte de team-up, d'événements de rassemblement pour essayer de trouver des binômes à tous ces entrepreneurs. Et on a vraiment aujourd'hui 2 focus. On sait aujourd'hui que des développeurs donc techniques, quelle que soit leur expertise, vont très facilement trouver un job. Et le commerce aussi, également. Avec l'avantage de structures aujourd'hui accompagnantes comme le Wagon à Bordeaux ou d'autres qui peuvent permettre à des gens qui ne connaissent pas forcément la technique d'avoir des formations très accélérées, ultra denses, très dures à faire. Il n'y a pas 100% des gens qui réussissent, mais ceux qui sortent sont quasiment autonomes et peuvent savoir développer, tout comme également il y a des cursus pour savoir faire le développement commercial. Je crois que les deux aujourd'hui typologies de profils qui ont le plus de chances à trouver tout de suite soit des partenaires, soit des associés, soit dans des groupes petits ou grands, c'est vraiment la partie développement technique et la partie développement commercial. Ensuite, la partie entrepreneuriale plus classique, là je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Mais en tout cas aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'il y a un paradigme qui a complètement changé par rapport à il y a 20 ans quand j'avais mes boîtes, c'est que quelque part on se fout de l'âge, on se fout du CV. On va prendre peut-être une personne qui s'est mise dans le code il y a 6 mois, mais qui est juste une tête et qui va hyper vite, qui comprend très vite, plutôt que de regarder une personne qui a fait ses discours, qui a fait un cursus chez 6 grands comptes, qui a un CV blanc comme le bras, mais qui va soit être super compliqué à gérer, soit avoir une demande de salaire complètement délirante, ou tout simplement qui va être mauvais, parce qu'il était dans la masse, et que dans la masse, c'est pas forcément qui est le meilleur. Et là, le fait de travailler avec des toutes petites boîtes, dans un écosystème complètement fragmenté par des toutes petites sociétés, on voit tout de suite qui émerge et qui sort du lot en termes de développement commercial. Voilà,
Est-ce que quelqu'un veut réagir? J'ai juste une question, je ne sais pas ce que c'est une start-up. Une start-up, c'est un terme galvaudé. Une start-up, c'est une boîte qui perd de l'argent et qui en cherche, mais qui a une très bonne idée, qui a quelque part ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire qui a un projet avec un business model qui va permettre de croître très vite. C'est de l'innovation. Et de l'innovation, souvent. Non, parce que c'est tellement un terme employé que ça devient depuis 10 ans un truc Une start-up, à la base. qu'on mange à n'importe quelle sauce. Bah oui, mais c'était une fausse question. Hein. Tu sais, je sais ce que c'est, mais je voudrais qu'on la précise. C'est des boîtes qui arrivent avec une idée et puis qui développent. Et Bright, par exemple, qui fait la billetterie, c'est une start-up. Oui, mais quand ça devient une boîte et quand c'est une start-up, c'est ça. Non, en fait, le concept de start-up, c'est surtout le fait d'être rentable. C'est la rentabilité. On est plus une start-up quand on gagne de l'argent. C'est une rentabilité à court terme, c'est ça? Pas à court terme. Non, une start-up perd de l'argent, par définition, parce qu'elle a besoin de fonds. Généralement, quand vous mettez un business model en place, quand j'ai levé 2 millions d'euros, j'ai dit voilà, je vais perdre 3 millions d'euros sur les 3 premières années. Par contre, la 4e année, je passe à 6-5, donc j'ai besoin de 3 millions tout de suite. Donc, ça couvre mes 3 premières années, et la 4e année, c'est pareil, c'est qu'on en est 5. Mais moi, la question que je me pose, c'est par rapport aux quand on crée une entreprise. On crée une entreprise, qu'elle soit start-up, qu'elle soit le modèle, le modèle économique. Non, parce que si vous créez une épicerie, vous allez dire, je vais acheter des produits, je vais les revendre avec une certaine marge, j'ai des coûts, des charges. Ça, c'est une société classique. Une start-up, c'est je vais créer un produit souvent en digital, qui va me demander des centaines de milliers d'euros de recherche et développement. Donc, je vais avoir besoin de 300 000 euros avant même d'avoir mon premier produit à présenter. En fait, je perds de l'argent pendant une durée de temps déterminée et à un moment donné, on a ce qu'on appelle le break-even, c'est-à-dire qu'on a l'argent qui tombe et l'argent qui rentre. Et à ce moment-là, on devient rentable et on n'est plus une start-up. Et là, on est une entreprise, on est aussi n'importe quelle. C'est toute la notion d'innovation avec des besoins de lier tout de suite. Dans le pharma, dans la recherche. Voilà. En fait, il y a une nouvelle idée qui démarre, et donc il faut du temps pour qu'elle soit acceptée. Non, mais je veux du cash tout de suite, parce qu'il y a une notion de recherche et développement. La start-up, c'est lié simplement au fait que la boîte perd du temps. On a besoin de suite. Mais on est une start-up, si je peux être, on ne vend pas que des produits, on vend des services. Et on parle des start-up de territoire, désormais, qui, donc l'idée, effectivement, de départ, va servir un besoin qui a été détecté du territoire. Donc ça peut être aussi des services à la population, c'est des nouveaux concepts un peu. Élise de Pékin en parle avec moi, mais c'est pas forcément un produit, mais il y a un modèle économique bien sûr. Je dirais même que c'est 70% du temps un service, 30% oui. du temps un produit. Mais là en l'occurrence c'est un service qui a été, ou un besoin qui a été repéré sur un territoire. Et là c'est manquant. Une fois qu'elle rentre dans ses sous, elle devient une entreprise. C'est ça. Je suis très pragmatique, moi j'ai des porteurs de projets, qu'ils soient start-up ou non. Non, mais c'est ça. C'est les investissements qui à un moment donné sont rentabilisés ou non. Mais je crois que ce qui est extrêmement troublant, c'est cette fameuse notion de besoin et cette fameuse notion d'idée. Parce que si on n'est que sur les besoins ou les idées qui correspondent à notre envie de consommation, le champ est illimité. C'est-à-dire qu'en fait, donner la possibilité, entre midi et 2, moi j'avais un lift avec des promoteurs qui se posaient la question de savoir comment à l'échelle d'un seul immeuble ils pouvaient apporter le plus de services aux habitants de leur immeuble. Mais cet immeuble aurait été, en l'occurrence il était à Blanquefort, il aurait été à Blanquefort, il aurait été je ne sais pas où. C'était exactement la même chose. Et leur idée, c'était très troublant, c'était de mettre une boulangerie à l'intérieur de l'immeuble pour que les gens n'aient pas à se déplacer et puissent acheter la baguette de la boulangerie de leur immeuble. C'est la start-up de la halle de Macron. Voilà, et ça, c'est quand même quelque chose qui va juste à l'inverse de ce qu'on un peu raconte dans Bordeaux demain, où justement on essaye de conceptualiser le fait qu'aujourd'hui, précisément, tout n'est probablement pas possible, ou en tout cas, il y a quand même des grandes règles à entendre et des grands défis à respecter. Et donc, si on est dans
dans un univers où en fait toutes les entreprises peuvent créer n'importe quel service pour répondre à n'importe quel besoin sans limite, on se retrouve dans un truc. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que la start-up arrive avec une idée, et si cette idée est jugée viable économiquement parce qu'elle répond à un besoin, là on démarre. Un type qui arrive en disant. Mais c'est la qualification du besoin qui est en fait tout l'enjeu. Oui, mais alors là, pour enlever une idée préconçue, les idées que l'on reçoit, c'est plus. Alors j'ai schématisé avec le type qui veut livrer son courrier. Oui, c'est ça, ça nous a un peu perturbé. Immédiatement, ça nous a mis un peu pas bien. Voilà. Et donc. Je vais vous donner des idées. Nous, on prend des idées qui nous semblent intéressantes. Là, on a une boîte sur Lyon qui cartonne et qui vient juste de lever, des fonds alors qu'elle a été créée il y a 6 mois. Ça s'appelle V pour Verdict. En fait, elle a créé une plateforme qui permet de faire des class actions, donc des actions collectives, pour pouvoir très rapidement trouver plusieurs personnes lésées par un problème et attaquer en justice des grands groupes. Ils ont cartonné, et là ils attaquent Winamax pour démontrer qu'il y a des robots qui jouent à la chasse d'humains pour niquer les utilisateurs. Ils attaquent également deux ou trois autres boîtes qui sont pareil des grands groupes. Donc ça ce sont des vrais dangers. C'est quand même pas pour la paix. Hein. C'est des actions qui sont quand même pour défendre. C'est pour défendre le droit d'un citoyen. C'est qu'on se retrouve tout seul face à un problème. Mais j'entends, mais si tu veux, après, non, mais là, c'était plutôt super intéressant. On a signé des partenariats, par exemple, avec les sociétés de transfert de technologie, où là, on a, dans les cartons de la SAT Aquitaine, toutes les autres SAT de France, vous savez ce que sont les SAT? Non. Ce sont des sociétés de transfert, donc généralement, elles sont dans les universités de médecine. Pardon? Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont dans des cartons des centaines et des milliers de brevets non utilisés qui dorment. Et nous, en fait, on fait un deal avec eux. C'est qu'on dit, on va vous trouver des porteurs de projets, donc des doctorants, des ingénieurs à la retraite, qui s'emmerdent, qui n'ont pas de boulot, etc. Et on va leur dire, ok, eux, ils vont fouiller dans les cartons, ils vont regarder tous ces brevets, ils vont trouver des applications, et s'ils trouvent une application à ces brevets, vous les aidez à monter leur boîte. Mais c'est vraiment le seul critère, c'est de faisabilité, ou il y a des choses qui. Je ne sais pas parler du terrain écologique et du terrain de. Je sais pas, quels sont les critères que vous rajoutez? C'est vraiment l'idée est faisable, je sens que vous le brevet, pas pour. Alors, il y a des thématiques. En fait, là, je parle en général. Là, je sais qu'à Lyon, avec la SAT de Lyon, il y a un type qui a trouvé une application pour un brevet qui était. Alors, je ne rentrerai pas dans la technique parce que je n'ai rien compris, mais en gros, ça permettait, en frottant certaines molécules, de pouvoir avoir une chaleur qui émanait à partir de certaines molécules qui étaient frottées sans avoir utilisé de combustible. Il a utilisé ce brevet pour pouvoir l'amener à créer une sorte de nouveau chauffage. Et donc ça, c'est une start-up qui a été initiée et créée dans le centre de Lyon. Tout comme on a ce qu'on appelle des accélérateurs thématiques. Donc, autant l'incubateur va être large et on va prendre tout type d'idées, mais qui nous semble intéressante. On a une boîte qui veut mettre en relation les locataires et les colocataires, pour qu'un locataire puisse choisir son type de coloc étudiant en fonction de divers critères, pour ne pas se retrouver avec des personnes qui sont soit incompatibles avec son mode de vie ou avec son type d'immeuble, etc. On a une société qui permet aux petits commerçants qui ont des sites e-commerce de pouvoir avoir les mêmes outils de veille technologique que les grands, mais à des prix adaptés aux petits commerçants en ligne. On a une boîte qui est une société qui vend du thé dans le physique et qui, pour essayer de passer à la vitesse supérieure, va créer une plateforme de reconnaissance cognitive avec l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur, c'est un gros mot, c'est artificiel, c'est parce que c'est artificiel. Mais l'idée, c'est de pouvoir dire à un utilisateur, dis-moi qui tu es, je vais te dire quel est le thé que tu vas préférer. Et grâce à ça, ça va vite. Attends, il y a Jean-Louis déjà. Il y a Jean-Louis. Non, mais Et ensuite Charles. Ce soir, on parle beaucoup de l'économie numérique, si j'ai bien compris. On peut parler de plein de choses à Bordeaux en termes économiques. On démarre un peu, Jean-Louis, puis après. L'économie numérique à Bordeaux, c'est 30 000 emplois à peu près sur les périmètres qu'on se fixe. On compare ça par rapport à l'industrie aéronautique spatiale, par rapport au vin, vous aurez
Et la taille que ça fait, c'est encore une économie en croissance forte, mais encore, je dirais, moyenne. Bordeaux est entre la 5e et 7e place en termes de pouvoir PIB économique, je dirais, numérique, suivant les périmètres que vous voyez. Parce qu'évidemment, quand vous mettez les systèmes embarqués de l'aéronautique, c'est très beau. Parce que Thales, c'est une entreprise numérique ou pas, ouais, c'est le genre de choses où les périmètres sont quand même très compliqués à analyser. J'avais une amie consultante américaine qui me disait oui, l'économie numérique, c'est vraiment très simple, c'est la rencontre d'un génie fauché avec un pouillon friqué. Et j'adorais ça parce que ce qui se passe, c'est que les génies sont de plus en plus fauchés d'ailleurs, parce que je l'expliquais très bien, ils cherchent beaucoup d'argent pour développer leurs idées. Et plus leurs idées sont farfelues, et plus il faut d'argent, sauf que les friqués ont fini d'être couillons. Et donc on est dans une économie numérique à Bordeaux, en tout cas, ce qu'on connaît, qui est quand même très très dual. C'est-à-dire start-up qui explique en faisant un pitch, il y a une idée qui est peu originale, plus quelques éléments à côté, certains paris, dans publicité, etc. Ils vont pouvoir lever des gens et vous assister couramment, ensuite dans la rencontre économique, à dire ça y est, c'est super, telle boîte a levé 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros. Pour la performance aujourd'hui, les startups vont mesurer sa capacité à lever du pognon. Qu'est-ce qui devient ces boîtes au bout de cette équipe? Très intéressant. Qu'est-ce qu'il en devient? Alors, il en devient que certains qui ont pris ce chemin-là ont vendu leur boîte. On a des exemples. À Bordeaux, on a un public, de l'électronique, etc. L'Electra, il y a longtemps. Oui, L'Electra, pour d'autres raisons. Je n'étais pas dans un scénario comme ça. Donc ces boîtes ont développé sur place un savoir-faire, se sont exportées, se sont vendues, et il y a plein aujourd'hui. La République s'est fermée. Les Chinois, pour acheter la République, ont même fermé complètement le média, alors que l'entrepreneur souhaitait quand même conserver l'emploi ici sur Bordeaux. Evetronic vient de se faire acheter par les Hollandais. Ils ont commencé à annoncer qu'ils allaient rapatrier les emplois productifs à Hollande tout en laissant les R&D. C'est toujours comme ça. On rapatrie les emplois productifs, on garde les R&D parce qu'il y a encore des savoir-faire, il y a des universités derrière, des scolaires, etc. Donc ça marche. Donc, cette économie à Bordeaux se développe surtout à partir de petites boîtes, quand on regarde le profit des boîtes numériques à Bordeaux, sauf les boîtes qui sont installées récemment. Je parle des boîtes qui émergent à Bordeaux. Reste quand même de taille modeste à l'échelle de cette économie numérique. Bien entendu, je ne dis pas qu'elles sont modestes ici. Le plus gros, c'est Cdiscount, vous le connaissez, que vous employez. Donc, il y a une autre école dans le numérique qui ne parle pas beaucoup, qui est l'école de la croissance rentable. C'est-à-dire l'école de la croissance rentable. C'est-à-dire on prend des boîtes, on prend des boîtes et on leur apprend à croître à partir de leurs propres fonds propres qui se génèrent par eux-mêmes, par les résultats de l'entreprise. Et vous avez des boîtes, aujourd'hui, on a des boîtes qui peuvent largement parler. Ma boîte, c'est le cas, on a fait la croissance rentable des années. Sauf que ça demande de donner du sens à l'entreprise. On n'est pas sur une vocation de tiens, je vais devenir riche dans 5 ans dans ma boîte. On est sur quelque chose d'autre chose en disant bon, on va assurer la pérennité de l'entreprise sur du long terme. Je ne fais pas de jugement sur le long terme. Je dis faites attention au discours évangélisateur aujourd'hui, venant de la Silicon Valley, qui consiste à dire vous allez voir au fond du pognon de les boîtes, ça, ils vont inventer le nouveau monde et tout va bien se passer. Ouais. Et je voudrais dire des choses par rapport à l'économie globale, de Bordeaux en particulier, mais aussi de plein de façons. Depuis quelques années, la dynamique économique n'est pas associée à la dynamique sociale. Et vous le voyez bien à Bordeaux aujourd'hui, puisque vous avez, depuis l'après-midi, des créations d'entreprises qui se font à la niveau, très très bon là-dedans. Ça reste encore une petite entreprise, mais il y en a beaucoup qui se créent. Vous avez des implantations de sociétés qui viennent de l'extérieur qui se mettent. Certainement, il y a même des grosses boîtes de Thales qui sont entiers. Et malgré tout, la création d'emplois est inférieure à la création d'activités économiques.
Pourquoi? Parce que ces emplois-là sont pris, notamment dans le tertiaire supérieur, par des gens qui viennent à Bordeaux, hein, parce que ça veut pas dire, il y a des Parisiens qui viennent à Bordeaux. Je ne vais pas dire ça au lycée parce que je suis parti. Bon. C'est un peu un mythe quand même, ça. Il y en a beaucoup quand même, notamment dans le marketing, en particulier. Et ça va être encore, ça va s'accélérer encore un petit, puisque et la seconde chose, c'est qu'il y a le problème du second emploi. Il y a souvent des couples qui se déplacent, qui se déplacent, et il y a le problème de trouver un emploi pour le coup. Donc aujourd'hui, statistiquement, malheureusement pour nous, on est très très bon en création des entreprises, en développement économique, en activité, mais malheureusement, ça ne se traduit pas, au contraire, parce que le chômage augmente proportionnellement à la population, bien sûr, le taux de chômage augmente malgré ces situations. Alors, c'est du paradoxe. Jean-Louis, pardonne-moi, il n'augmente pas à Bordeaux. Hein. Non, mais je parle de la métropole. Voilà. Non, mais quand même, il n'augmente pas à Bordeaux. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, alors après, peut-être que ce sont des emplois qui ne sont pas durables, mais en tout cas, sur le tertiaire, comme un service tertiaire. Bon. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à cette problématique économique, c'est que qu'est-ce qui marche bien, c'est la logique d'écosystème. C'est-à-dire, et ça, on a fait ça depuis très longtemps. Alors, vous avez deux exemples. Vous avez un exemple et un contre-exemple. Un exemple, c'est l'aéronautique, qui s'est monté un cluster, qui fait un écosystème, qui assure la complétude de la chaîne de valeur. Depuis le sous-traitant des bases de mécanique jusqu'à les systèmes d'armes qu'on fait ici à Bordeaux, ou les rafales qui sont construits ici à Bordeaux. Donc, ces écosystèmes-là sont vertueux parce qu'ils ont un ancrage fort sur le territoire et donc ils sont générateurs eux-mêmes à la fois d'emploi, économique et d'emploi durable. Vous avez le contre-exemple de Ford, vous connaissez ma position par rapport à Ford, je considère que cette usine, il faut la fermer. Il y a rentrer dans une négociation avec Ford pour faire passer chez Total, ou ce qu'on a fait avec Solution de l'époque, la usine électronique qui dans lequel il faut reconvertir cette entreprise est dans le sol. Il n'y a pas d'écosystème, il n'y a pas d'économie mécanique qui est la route, on est en dehors des circuits, des circuits classiques de l'électricité et tout ça, donc on est pas dans cette logique-là. Voilà. Donc je voulais juste le faut dire ça parce qu'une des problématiques qu'on a aujourd'hui quand même, dans les quartiers difficiles, c'est comment les revenus captés de cette économie vont pouvoir bénéficier aussi aux gens qui habitent. Aux gens qui habitent. Et je pose souvent la question, moi, à qui profite la l'activité de Bordeaux? Et bien la réponse, je l'ai eue ce matin. En fait, Bordeaux bénéficie de 80% de ses revenus liés de l'extérieur. C'est une captation de revenus. Et ce n'est pas l'activité productive, au sens entreprise, productive, commerciale, etc., qui crée la richesse de Bordeaux, c'est ce qu'on appelle le présentiel, c'est-à-dire les gens qui vivent du tourisme, de l'économie présentielle, les retraités, qui sont une manne financière qui est aujourd'hui présente sur Bordeaux, et en particulier sur le ça, et qui font vivre tout le reste, c'est-à-dire le commerce, les marchés, etc. Donc il y a des économies parallèles qui sont développées en dehors de la sphère purement productive et économique commerciale, qui génèrent donc par ces flux de revenus, donc les revenus sociaux, les revenus de la retraite, et puis la commande publique. On voit aussi que Bordeaux aussi est très alimenté par la commande publique. C'est sûr, le bâtiment. Le bâtiment. Les premiers investisseurs, le bâtiment par la public, etc. Donc c'est bien quelque chose. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Donc le numérique c'est bien, bravo, le pionnier du marché, je ne pas de point par rapport à ça, mais faites attention qu'à côté de tout ça, il y a tout un tas d'économies qui sont en train d'émerger, de se développer. Si vous prenez la biologie à Bordeaux, c'est en plein essor. Vous prenez la roue des lasers, c'est aussi en plein essor, il y a des très belles boîtes qui ont monté très fort. L'aéronautique, vous le savez, on commence à voir maintenant tout ce qui est neurosciences. J'arrête tout ça. Non, tu vas reprendre tout à l'heure. Parce que le numérique, tu as dit c'est bien, d'accord, mais je ne sais pas si tu voulais répondre ou pas, parce que j'aimerais bien que Eve donne aussi son point de vue sur le numérique. Juste un petit point en fait important sur moi, le point sur lequel sur lequel je focalise.
Moi, tous ces jeunes et moins jeunes qui créent des boîtes, encore une fois, il faut imaginer qu'on ne prend pas tout et n'importe quoi. Il faut que le projet soit une vraie proposition de valeur, il faut qu'il y ait une réelle idée, qu'il soit applicable, qu'il soit duplicable, qu'il amène quelque chose au système. Encore une fois, c'est pas pour aller vendre des cendriers parce que Madame Michu ne peut pas avoir des cendriers. En revanche, ce qui tue aujourd'hui le système, c'est pas le fait d'avoir trop d'idées ou trop de couillons riches, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que, et je l'ai vécu, c'est que lorsqu'on est dans sa cave et qu'on a une idée, et que cette idée, pourquoi pas, elle peut être assez intéressante, qu'on veut se lancer. Alors aujourd'hui, et merci que l'on soit ici, parce qu'aujourd'hui, 70% de mes startups ont des subventions, ont des aides et sont lancées grâce justement à ces aides-là et n'ont pas forcément besoin justement d'aller taper dans des fonds d'amorçage pour être dilués, parce qu'aujourd'hui, le vrai problème de l'entrepreneuriat lorsqu'on lance une société, c'est l'amorçage. Je ne sais pas si tout le monde est au fait de ça. Lorsqu'on crée une boîte et qu'on se lance, on va dire qu'on a besoin de temps. Et ce temps, il y a les riches qui sont de moins en moins couillons, qui arrivent en disant moi ce temps je vais te le donner, et puis en contrepartie je vais prendre ça de ta boîte. Et généralement, l'amorçage, qui est le premier étage de la fusée, fait en sorte que l'entrepreneur est déjà dilué. Il perd entre 20 et 40% de sa société pour avoir eu 200 300 000 balles qui lui ont permis de se lancer sur le marché. Pas de bol, ça marche. Donc on va chercher 1 million, 2 millions pour se lancer à l'international, pour se déployer, etc. Et là, à ce moment-là, si jamais on trouve... C'est ça, ils prennent 30%, puis après la deuxième levée, ils prennent la majorité. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que je dis... Non mais c'est ça, je dis pas de bol, le deuxième levée de fonds, ça marche, on perd la majorité, et qu'est-ce qui vous arrive? On pigote en boîte. Ça presque. Et ça, je veux dire, ça c'est aujourd'hui un grave problème. Et c'est ce que nous, on essaye de résoudre, avec probablement quelque chose qu'on annoncera bientôt, qui va permettre, j'espère, d'inverser cette proposition, de permettre à des entrepreneurs de trouver la source de financement pour démarrer, sans que ça leur coûte de prise de participation dans leur capital. Donc on enlève cette notion de dilution dans l'amorçage, pour que l'entrepreneur puisse avoir les fonds pour se lancer. C'est hyper important. Et ce qu'il y a d'important également, c'est que il y a deux choses. Un, la partie incubateur que je représente, elle est privée. On est associé, alors maintenant on a levé 4 millions d'euros parce qu'on est une start-up de start-up, dont BPI France, qui est vraiment proactif. Et moi j'ai eu plaisir à discuter avec BPI France, qui m'a enfin dit que dans le terme de capital à risque, il y avait risque. Parce que moi, mes investisseurs de ma première boîte, c'était tu veux de l'argent, ben montre-nous que tu sais en faire. Je dis, attendez les gars, si je cherche de l'argent, c'est parce que j'en ai besoin pour faire plus d'argent. Et quand il y a marqué capital à risque, il y a un mot qui s'appelle risque. Donc si en fait c'est simplement chercher de l'argent sans avoir le risque, vous enlevez le mot risque du capital à risque et puis c'est bon, il va juste démanquer. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'aides qui permettent également de consolider les fonds propres et d'aider les startups à aller plus vite. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est privé, c'est un point. L'autre point, c'est que Sud-Ouest a des couilles, dans le sens où ils prennent et font rentrer des startups dans leur écosystème pour une boîte qui est quand même assez ancienne, qui a une vision assez ancrée dans un paysage très spécifique. Et malgré ça, on a tout un écosystème de jeunes start-upers qui sont en short avec des tongs et des t-shirts improbables, qui arrivent avec des idées complètement disruptives. Et malgré ça, on a tous les salariés de Sud-Ouest, tous qui viennent, qui déjeunent avec eux, qui montent à l'étage, qui discutent, et qui comprennent que l'innovation et le digital, c'est pas forcément la mort de leur métier, c'est peut-être justement d'ouvrir leur chakra, parce que forcément on ne peut pas l'éviter. Et que pour éviter de se prendre un mur, il faut comprendre ce que fait l'autre. Et que par ce dialogue, on arrive à créer des synergies. Et aujourd'hui, on a des anciens de Sud-Ouest qui sont mentors de jeunes startups. Et on a des jeunes startups qui discutent avec des anciens de Sud-Ouest. Ça, c'est vraiment une révolution. Oui, Je peux te dire, parce que moi j'ai travaillé à Sud-Ouest et ils étaient tétanisés par ne serait-ce qu'un blog. Un blog, ça les Donc ce que tu évoques, pour moi, je trouve que c'est révolutionnaire. Internet, ils ne savaient même pas que ça existait. Alors justement, sur le révolutionnaire. Tout dernier point, Oui, après j'en ai fini. Il faut faire aussi le distinguo, et je reviens encore sur les incubateurs. Certains sont aujourd'hui simplement des programmes immobiliers qui sont juste faits pour rentabiliser un établissement acheté et loué. Et donc pouvoir rentabiliser les fonds d'investissement qui ont acheté ces lieux. Nous, les startups chez nous, elles ne donnent pas 1 euro
sur les 10 mois ou 12 mois d'incubation. Ils ne payent pas le loyer chez nous. Donc on est aujourd'hui des éleveurs de start-up, j'ai coach de start-up, on essaye de les faire grandir. Mais en aucun cas, nous sommes des programmes immobiliers qui essayons de rentabiliser un espace qui a été loué et acheté pour ça. C'est quoi votre... Alors attends. On va donner la parole à Ève. Et puis après, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que si vous êtes nombreux à être venus ce soir pour parler des emplois de demain et des entreprises de demain, peut-être que vous ne vous attendiez pas à cette présentation sur les startups et peut-être que vous avez d'autres questions autour de ça. Alors, on commence par Ève, et puis ensuite, on passe à Charles. Non, parce que c'est dans le... Moi, j'ai une question. Si c'est pas pour répondre. Non, moi, je pose des questions parce qu'en fait, ce soir, là, Vas-y, Ève. tout à l'heure, moi, je pense bien le mérite, dans le numérique depuis 98. Et pas mal de temps que je connais ce milieu. Ève, dis-moi bien qu'est-ce que tu fais, toi. Je suis, en fait, je fais la stratégie pour le web. Voilà. Mon travail, c'est d'aider les entreprises à raconter leur vision sur tous les supports numériques qu'elles sont, que ce soit un site web, un blog, des réseaux sociaux. Et donc, je les aide en fait à faire leurs objectifs en utilisant tous les contenus de publication de différents médias. En fait, ce soir, tu as beaucoup parlé finalement de cette innovation, on a beaucoup parlé d'argent, de vision, d'économie, etc. Et moi, la question que je me pose, c'est quelle vision toutes ces boîtes, quelle vision de la vie en fait elles ont, et où est-ce qu'elles vont, est-ce qu'il y a une sélection par rapport à ça, qu'est-ce que tu vois de ton point de vue toi, est-ce que tu as l'impression, allez, Thomas, les derniers en fait cette réunion en rappelant quand même qu'on va avoir beaucoup plus 4 degrés. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement préoccupant. Oui, très préoccupant. Il y a énormément d'innovations qu'on peut faire. Je pense que le numérique peut énormément apporter à ça parce que c'est de l'intelligence collective, parce qu'on peut mettre notre énergie en commun, parce qu'on peut justement, on a fait Wikipédia, c'est quand même assez génial de pouvoir justement mettre nos idées en commun. Le fait, ce que tu décrivais tout à l'heure, le fait de pouvoir attaquer en justice. Voilà, il y a énormément de choses qui se mettent en place qui sont en fait très utiles pour la société et qui peuvent la faire évoluer dans un sens qui va être positif. Est-ce que, de ton point de vue, tu l'as vu, est-ce que quand tu parles des innovateurs, de ceux qui viennent pour justement monter leur start-up, est-ce qu'ils ont des idées là-dessus, tu as une bonne position? Avant de répondre, on va faire plusieurs prises de parole. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui se voit beaucoup, ou est-ce que c'est juste l'intérêt, le profit Moi, je pose toutes les questions et toi, tu as un bon poste pour me répondre, donc vraiment, c'est des questions. Attends, donc Charles. Pragmatique et primaire. En quoi ça... Pragmatique et primaire, 2P. Vas-y. Pragmatique et primaire, je suis. En quoi ça va nous amener à mieux vivre? Voilà. Et quelle est l'éthique de ces startups? Et c'est pour faire du fric, c'est bien, peut-être. Mais c'est pour aider la communauté, c'est peut-être notre but ou ma sensibilité. Est-ce que, attends, avant, est-ce que Céline et Sabra, j'aimerais bien qu'elles disent des trucs là. Là tout de suite Mais maintenant. pourquoi Oui, mais je suis assez d'accord. Alors, Céline, elle connaît très bien tout l'univers de l'économie. On était sociale ensemble et solidaire. ce matin avec monsieur. Voilà, non, mais parce que les gens Ah oui, ne pardon. connaissent pas forcément, donc pour te situer un peu. Moi, je suis effectivement sur une psychologie autour de la question d'emploi, de développement économique L'insertion, et de etc. l'insertion également. Alors, je suis un peu moins dans le monde de la start-up, pour le coup, mais c'est pour ça que je parlais de start-up de territoire, c'est quelque chose qui m'intéresse plus parce que moi, je suis sur la question effectivement du service à la population, de la connexion de tout projet entrepreneurial avec le territoire. Ça me paraît extrêmement important. C'est-à-dire que parler d'écosystème, une entreprise hors sol qui aujourd'hui ne s'ancre pas sur son territoire, sur les limites de son territoire, sur les besoins de son territoire, pour moi elle a très peu de sens. N'empêche que moi, mais il me semble que c'est aujourd'hui hyper important que l'entreprise soit au cœur de cet écosystème qui est son environnement social. Direct. Ouais. Et voilà. Donc après, je pense qu'effectivement certaines startups que vous venez de décrire, à mon avis, ne sont pas du tout dans ce type de configuration-là. Donc en fait, je pense la question de sens d'entreprendre. Ouais, c'est vrai. Le sens de l'entreprise. Je pense que les gens qui... Sabra, bien sûr. Du coup, moi, de mon petit point de vue, je travaille dès mes 16-25, je suis psy. et tu parles plus fort. Et je me dis que l'entrepreneuriat, ça correspond à une génération. J'entends le souci de la communauté.
elle fait peut-être sens pour un tas de personnes. En revanche, je pense que pour les enfants du capitalisme, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, il y a une envie d'être complet, d'aboutir. Et du coup, ce qui est intéressant dans ton idée, c'est si son idée, elle tient la route, mais que le bonhomme, il tient pas la route, comment on va l'aider? Est-ce qu'à un moment donné, ça mute pour que l'idée, finalement, elle vienne servir à un projet? Après, j'entends aussi que la dimension d'enrichissement et de capital, c'est au cœur d'un discours, mais je crois qu'il y a une génération qui court après le capital, quoi, qu'on le veuille ou non. Et du coup, c'est comment on va les contaminer un petit peu. Et je pense que ça correspond à une tranche d'âge qui a besoin de... Alors, j'ai plein de réponses. Il y a plein de questions. C'est des débuts de réponse. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Déjà, moi je suis là pour les décontaminer de la course à l'échalote et au pognon, parce que je suis la preuve vivante qu'on peut tout perdre en se faisant clairement. Vous avez compris? Donc là, aujourd'hui, moi ce que je vois très clairement et très sainement, et sans en parler en cash encore une fois, c'est que je ne vois pas des jeunes qui arrivent avec des dollars dans les yeux, ou des euros, ou des bitcoins en se disant on vient ici pour faire du cash. Moi ce que je vois, ce sont des jeunes qui ont envie de créer une idée et de la réaliser. De toute façon, comme on leur dit, les idées, c'est comme les trucs du cul, tout le monde en a une. Mais le plus compliqué, c'est de la réaliser. Et généralement, quand ils arrivent... C'est cash. Ce que je veux dire, le plus important, c'est la réalisation de l'idée. C'est-à-dire que quand on voit un startupper qui a fabrique son avion et qui arrive avec un proto, et qui arrive avec une idée déjà réalisée, déjà, il a fait un projet. Alors, pour répondre à la question 1, on a, je pourrais lister tous les projets qu'on a, mais il y en a effectivement tout un tas qui sont assez pragmatiques et qui répondent à des besoins du quotidien. C'est quoi l'intelligence de l'entrepreneur qui a une idée? C'est de se dire, il manque ça, je vais le faire. Parce que les 3/4 du temps, on se plaint en disant, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, mais il y en a très peu qui vont dire, il n'y a pas ça, je vais le faire. Donc ça, c'est la conviction et la force de pouvoir se dire, moi, je vais répondre à cette problématique à ce moment. Deuxièmement, il n'y a pas forcément, et je ne pourrais pas toutes vous les lister, mais il y en a énormément qui traitent justement de tout un tas de problématiques de fond. Là, récemment, on avait une boîte qui veut intégrer un module de paiement pour les commerçants et qui veut se substituer à l'organisme bancaire et prendre une partie de la commission qu'aurait pris la banque pour l'envoyer en don à des associations au choix de l'acheteur ou du commerçant. Transformer les frais bancaires en dons au crédit. C'est ce que fait le Crédit Agricole, etc. Mais là, on va dire sans qu'il y ait une grosse banque derrière. Voilà, fait par des startups, par des particuliers. Donc il y a tout un tas d'idées que je vous invite à venir sur le site, il ne doit pas se ouvrir, c'est ouvert. On peut vous présenter tout un tas d'idées qui sont intéressantes. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que d'une part, le système il ne forme pas pour moi, je vois qu'il y a eu une grosse transition entre il y a 10 ans où c'était vraiment la course à la licorne et à lever des fonds et à exploser les plafonds ouverts pour péter les scores. Tout à l'heure, je parlais de certaines boîtes. J'ai un ami avec qui on a commencé à bosser il y a 20 ans, Christophe Camboire, qui diagnostique 25 millions d'euros au Finlandais, FC Cure, c'est pareil. Ils sont à la course au million. Quelque part, c'est vite, j'ai l'idée, vite je lève les fonds, et vite je la revends, et boum, je fais un cash-out. Ça, aujourd'hui, je le vois de moins en moins. Moi, je vois plutôt des jeunes ou moins jeunes qui ont des idées, qui disent comment, sur le long terme, je vais pouvoir mettre en place quelque chose de pérenne. Certes, j'ai besoin d'argent au démarrage, c'est comment je vais pouvoir pérenniser et staffer et faire grossir mon entreprise. Aujourd'hui, on a des boîtes qui cherchent plus à mettre en avant et à fabriquer leur idée, à la mettre sur le marché. En fait, toutes les écoles qu'on a, que ce soit Cage, Digital Campus, etc., elles forment plus des chefs d'entreprise que des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on voit plus arriver maintenant des personnes avec des idées et qui se disent je crée une boîte pas pour faire un coup, je crée une boîte parce que j'estime que cette idée elle manque et je vais la mettre en pratique et si possible ça va marcher et si possible on sera 50 salariés dans 2 ans plutôt que des types qui arrivent en disant je vais faire un coup, je vais faire une levée de fonds et puis je vais revendre et repartir. Ça, moi je le vois quasiment plus dans les discours et je pense que ces gens sont assez honnêtes. Ensuite, il ne faut pas oublier un truc. Sur 100 startups qui viennent avec des idées, il y en a 50 qui ne vont pas aller à la création de la boîte. Donc déjà, il y a 50% de taux d'échec juste pour la création de la boîte. Pourquoi? Parce que
idée n'est finalement pas si bonne que ça, parce qu'un gros player arrive sur le marché et casse l'idée, parce qu'un concurrent n'avait pas été identifié, parce que Startupper s'est fait larguer par sa gonzesse, il tombe en dépression. Alors voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons qui fait que... Les porteurs de projet, c'est ça. Mais quels que soient les porteurs de projet, c'est la personne qui c'est un numéro. Donc s'il ne peut plus bosser parce qu'il a un problème dans sa vie, il bosse plus. Donc ça, 50% des entrées des projets ne vont pas à la création de la boîte. Et dans la création de la boîte, il y a 94-95% de taux d'échec de la startup. Donc la startup, c'est pas un long fleuve tranquille avec du coup on s'éclate, etc. Et si vous venez un jour dans le locaux, vous verrez, enfin, moi je peux vous dire à l'avance les 4 ou 5 boîtes qui vont réussir. C'est des jeunes qui sont là à 8h du matin, qui sont là jusqu'à 20h, qui ne prennent pas de vacances, qui travaillent le week-end, alors que certains en fait, prennent des vacances, arrivent à 11h, vont à la cantine, repartent à 15h, regardent YouTube, etc. Moi j'ai une question de Béotien posée. La start-up, c'est pas le modèle absolu quand même. Ou est-ce qu'on est absolument là-dedans et en fait tout va fonctionner sous start-up? Aujourd'hui, j'essaie de m'apercevoir un peu les proportions. J'ai l'impression que la start-up, c'est assez disruptif, ça permet quand même de créer quelque chose. De faire émerger des choses nouvelles, rapides. Ou transformer, c'est beaucoup plus long. Je pense que sans start-up, on n'aurait pas la moitié des innovations qu'on a. Alors, donc, la start-up est obligatoire pour l'innovation, mais est-ce que la start-up aujourd'hui est en train d'être un modèle qui vraiment se monopolise? La start-up, c'est juste un mot. Un moment. Non, ça. La start-up, c'est une dénomination d'un modèle de fonctionnement. Ensuite, il faut déterminer qu'est-ce qu'il y a une évolution, une révolution. C'est un peu comme l'iPhone, Steve Jobs, pendant les 5 premières années qu'on ne critique pas, il a fait une révolution. Aujourd'hui, ce qui sort tous les ans, c'est juste une évolution. C'est plus gros, c'est plus puissant, mais ça ne change pas le paradigme. Donc, aujourd'hui, sur 100 startups, le terme est galvaudé, on va avoir peut-être 5 avec une idée disruptive. Les autres seront juste des évolutions d'un fonctionnement de notre vie de tous les jours, d'un nouveau mode de commercialisation d'un produit, ou simplement une digitalisation d'un service classique. Mais une vraie évolution, une vraie innovation, il va y en avoir très très peu. En fait, moi, tout à l'heure, quand j'ai posé ma question, je n'ai pas eu tout à fait la réponse. Tu parlais d'innovation, quelqu'un a parlé de digital. Moi, je ne lis pas de non, quelqu'un, je ne parlais pas de toi, de digital, mais moi, je ne sais pas, j'ai eu des porteurs de projets qui ont fait de l'innovation, qui ont créé des entreprises, et ce n'était pas obligatoirement des startups. Donc à partir de là, ça c'est un modèle, parce qu'effectivement, on est dans un monde qui est en mutation au niveau des outils qu'on a à notre disposition, si ce n'est que les smartphones, l'Internet, tous les réseaux qu'on peut avoir, sur le web et autres. C'est pour ça, c'est une partie de l'économie, une partie. Après, c'est vrai que moi, où ça m'inquiète, c'est que le process dans lequel les gens rentrent, ils ont l'impression que c'est une fin en soi. Donc, quand ils commencent à monter des projets autour des startups, il y a cette rentabilité assez rapidement pour ceux qui marchent, mais il y a aussi beaucoup d'échecs. Et moi, j'ai peur, vraiment, j'ai la crainte que ça devienne, que ce modèle économique qui existe depuis au moins une décennie, qui progresse et qui progresse, je pense qu'à un moment donné, ça va s'essouffler. Je me demandais, et en plus, moi je viens d'endroits, là je viens de faire des allers-retours chez des porteurs de projets qui sont dans la Creuse, parlons pas de start-up, parce que de toute manière, vu que c'est zone blanche partout, ils ont du mal. Les start-up n'égale pas digital. Non, ils ne peuvent pas accéder aux différents dispositifs. Voilà, parce qu'il y a un moment donné, la fracture numérique, je ne sais pas si vraiment, ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on travaille, parce que quand tout à l'heure Jean-Louis parlait du social, c'est vrai que moi j'ai l'impression par exemple sur Bègles, il va y avoir sur Atlantique la cité numérique. Il y a une jeune équipe, une association sur Bègles, qui est sur les Terre-Neuve, de gens qui sont formés, d'étudiants et tout ça, et ils n'ont pas accès du tout. Ils ont demandé à plusieurs reprises de pouvoir, le collectif Terre-Neuve, de pouvoir accéder à cette cité numérique, et pourquoi elle était faite à 2 pas de chez eux, et qu'à aucun moment il y ait de processus pour aller vers cette jeunesse qui en plus n'est pas une jeunesse complètement abandonnée. Il y a des bacs plus 5 parmi les jeunes qui sont là-bas, ils sont ouverts à tout, tu as des gestionnaires, tu as des gens qui pourraient effectivement, voilà. Et donc à un moment donné, moi ce que j'aimerais, parce que là c'est chez Sud-Ouest, hein, moi on est des anciennes du Sud-Ouest, donc on connaît bien le truc,
C'est vrai qu'on est ravis peut-être qu'ils se mettent au monde moderne, c'est bien, je suis tout à fait ravi au 4e étage, j'irai vous voir, on en avait parlé les copains qui sont en bas. Mais ceci étant dit, moi je me dis c'est quand même loin de tous ces endroits où il y a un fort potentiel de gens qui auraient besoin de monter dans le train, quoi. Oui et non, parce qu'en fait, il faut aussi laisser le temps au temps. Là, par exemple, moi, je suis en train de discuter avec toutes les équipes de Marmande pour amener de l'innovation chez Garocan, pour pouvoir amener des innovations dans les festivals à partir de startups du numérique qui se sont développées dans les endroits qui sont Donc, si connectés. on t'invite à des endroits, par exemple là sur le Pierre Neuf, si les jeunes t'invitent, à ce moment-là, il y aura peut-être possibilité de créer du lien. Bien sûr, moi je vous donne un exemple super simple. On fait en plus des accélérateurs thématiques. C'est-à-dire qu'en gros, en plus de fabriquer des usines à start-up, c'est-à-dire des usines où on explique vraiment aux start-upers ce qu'ils doivent faire pour réussir. S'ils se plantent, tant pis. C'est tant pis. En revanche, ce qu'on fait également, c'est qu'on travaille avec des grands groupes. On travaille avec des grands groupes d'agroalimentaire, par exemple, qui ont besoin d'innovation et qui sont, eux, dans des zones ultra-rurales. Mais ce qu'on leur dit, c'est que nous, on va vous amener les startups à eux. Donc, on va s'occuper de trouver des startups qui peuvent répondre à des problématiques pour ces grands groupes et on va les amener chez eux. Donc, ça peut être à Bergerac, ça peut être dans des zones très, très rurales qui ne sont pas forcément les grandes villes, mais on leur amène l'innovation chez eux. Et je peux même compléter, Alors, Alice, je peux même compléter en fait ça, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, alors déjà, je comprends même pas pourquoi on met 12 à 12 économie sociale et solidaire et numérique. Ouais. Parce que déjà, un truc tout bête, c'est qu'à Bordeaux, il y a des gens qui ont créé la cagette. Qui, en fait, c'est un logiciel libre en plus. Il est accessible, le code est accessible à tous. Ça a été entre autres développé par une développeuse, Julie Barbic. Qui collabore là-dessus. Ah, je savais pas. Elle a travaillé dessus. J'ai découvert, en fait, avant même que je la connaisse, en fait, je connaissais déjà l'outil parce que avec Supercop, on commandait nos. En fait, Supercop a servi de test. D'accord. A servi de test, entre autres. Et il y avait aussi la même Supercop, chose. c'est le supermarché coopératif de Carl Vernet. Voilà. Et derrière, on a utilisé ça, mais d'autres personnes utilisaient les AMAP et les agriculteurs justement pour vendre en direct plutôt que de passer par des espèces de gros requins qui se prenaient du marché psychopathes, etc. Faut pas cloisonner. Voilà, et derrière en plus il y avait la même gamme. Et j'ai même vu l'exemple qui se produit d'ailleurs en ce moment au Burkina, où il y a une Fab Lab, c'est la plus ancienne de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des développeurs. Et là, ils se sont pas dit, bon, on reste entre tech, là, entre numérique, là, etc. Et ils bossent avec des agriculteurs en plein milieu de la brousse pour pouvoir bosser, anticiper la météo, etc. Donc, ouais, franchement, je comprends pas pourquoi. Enfin, si on se divise là, on va pas s'en sortir. Alors attends, vas-y. C'est les secteurs d'activité, c'est C'est pas ce modèle numérique. Alors attends, Pascal, tu devais demander là, d'accord. On n'oppose pas la technologie numérique à l'économie sociale et solidaire. On oppose un modèle de start-up ultra financé à un modèle d'économie sociale et solidaire qui, tu le sais comme moi, dès que tu leur parles d'argent, c'est quand même un problème. Vas-y. Bonsoir à tous. Je vais essayer de recentrer le débat vers l'emploi de la France. Ouais. J'ai bien entendu votre histoire. J'espère que Sud-Ouest n'a pas envie de faire la même chose avec ces jeunes startups qui ont fait vos associés dans le passé. Voilà. Derrière ceci, moi je voudrais revenir aussi sur l'équipe. Parce que tout à l'heure, on a abordé le sujet technique, je l'ai noté. C'est très bien, c'est super important dans l'équipe, dans la valeur du travail. Maîtrise. Aujourd'hui, start-up, aujourd'hui, quand on pose la question à la majorité des jeunes, c'est quoi? La réponse, je veux réussir vite. Ok? Deuxièmement, aujourd'hui, quand on voit la formation, si on veut demain développer des activités, il faut la formation. Moi, je veux en parler de la formation que je connais, qui est dans le milieu de l'informatique. Parce que tu es entrepreneur, toi. Je ne suis pas entrepreneur, j'ai été, Voilà. mais aujourd'hui, je travaille dans un laboratoire pharmaceutique. Je dirige le service informatique, la réalisation de projets au niveau mondial. Si c'est la santé animale, c'est à niveau. On va faire la publicité. Cette société basée à Libourne, vous imaginez qu'aujourd'hui,
l'informatique, la majorité des jeunes qui sont formés sortent, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais créer mon startup. Vous savez, dans le milieu de l'informatique, il y a plusieurs études, plusieurs niveaux, plusieurs fonctions. Et aujourd'hui, quand on regarde, on sollicite une société dans le digital, la journée, c'est 350, 400 euros. C'est ce que aujourd'hui, je paye pour la réalisation de certains projets. Quand je prends l'autre activité, qui est l'activité fonctionnelle, l'informatique de gestion, asseyez-vous, vous êtes tous assis. Pour ceux qui sont debout, asseyez-vous. 750 euros la journée. Je veux vous amener à une analyse. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus l'argent. C'est qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un mode de vie. Quand on leur dit pourquoi vous voulez faire un start-up, c'est que je veux pouvoir aller au travail en vélo ou pousser mon skate. Ça, c'est quelque chose que je le vis presque tous les jours. Je vous dis, aujourd'hui, j'ai 4 postes ouverts. Ça fait 6 mois, il n'y a pas de candidat qui veut venir travailler dans ce milieu-là, l'informatique de gestion. 4 candidats, il n'y en a pas. C'est à Livourne. Je ne veux pas pouvoir aller en bus, en tram. Je ne peux pas aller en vélo. Je ne peux pas aller faire mon skate. Génération change. On a de l'offre de l'emploi et on voit les jeunes, ils ne veulent pas. C'est la génération freelance. C'est ceux qui recherchent Mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous discutons de quelque chose qu'on veut essayer d'améliorer pour demain et ouvrir les yeux de ces jeunes. Ce n'est pas parce qu'ils ont des idées qu'ils vont pouvoir tous réussir et créer leur propre emploi. C'est loin de là. La réussite de tous les jeunes qui ont créé leur start-up, c'est la société pour réussir vite, sont minimes. Ouais, je suis cash. Laisse une soirée cash. Moi, j'enseigne à l'université et j'ai des étudiants qui ne sont pas du tout dans cette idée de géoséismique, qui sont assez idéalistes et qui veulent justement faire du web, mais moi, je ne suis pas dans la théorie, je ne suis pas dans la théorie, je suis dans la réalité. Dans la réalité, puisque je rencontre les jeunes qui viennent travailler. Je ne suis pas en train de les former et de les écouter. Moi, je suis quand je les vois, on rencontre pour le travail. C'est quelque chose de vécu. C'est tous les jours, je l'ai. Ça, c'est pas quelque chose. Même les étudiants, on les suit aussi. On les va les chercher à la sortie de l'école pour essayer de les attirer. Excuse-moi, je suis de ton prénom. Ça t'ennuie, on refait un petit tour après. Bien sûr. Allez. Peut-être ça donne écho à un peu tout ce que... Redis ce que tu fais. Ingrid, alors je ne sais pas s'il faut que je dise ce que je suis. Tu dis ce que tu veux. Mais j'ai créé une entreprise dans l'économie sociale et solidaire, en fait, en faveur de l'emploi. Et je travaille à la fois pour des entreprises sur leurs problématiques de ressources humaines, donc ça peut être de formation, mais aussi pour beaucoup en programme collectif des personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc j'ai un peu les deux terrains. Ce matin, par exemple, je donnais un cours sur le management d'une école de communication. Donc, je rejoins vos deux visions qui sont effectivement que les jeunes générations ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans le modèle d'entreprise qu'on leur a créé et qui évolue malgré tout, mais pas à la même vitesse que leur vision des choses. Et donc il y en a de plus en plus, ça moi je le au quotidien. L'entreprise dans le digital pour laquelle je travaille a perdu 50% de son effectif, donc 15 personnes en moins d'1 an, pour cette raison, sur cette problématique qu'ils trouvent, je caricature un peu, les fondateurs un peu trop has-been, avec un peu trop de façon de travailler de la génération précédente. Et donc, ils s'enfuient pour 2 raisons. 1, il faut travailler cool et il faut tout de suite avancer très très vite et apprendre très vite des choses, ce qui est très positif. 2, il faut une bonne ambiance pour travailler, ce que parfois, malheureusement, les générations X ou les précédentes oublient de mettre en place, alors que c'est pas forcément très compliqué, et ça permet de travailler tout aussi efficacement. Et 3, il faudrait que j'ai un salaire à ma juste valeur. Et donc voilà, dans certains cas de figure, ça marche pas. Et ça marche pas aussi parce des fois, on ne prend pas le temps de mettre en place les choses de la bonne manière. Par exemple, effectivement, ils vont être 2 fois mieux payés dans certaines structures pour faire un boulot 2 fois moins intéressant. Donc, certains vont choisir le salaire, d'autres vont choisir l'intérêt. Ils sont tiraillés en permanence sur ces 2 sujets et donc ils deviennent ce qu'on appelle les flasheurs,
À savoir, ils changent de job très souvent parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, soit sur le fond, soit sur la forme. Ça dépend des différents. Et donc, on doit en accompagner en matière d'emploi beaucoup pour cette raison-là. À tous les niveaux, ça peut être des gens qui sont très formés sur le digital, comme là j'ai fait un programme sur les quartiers politiques de la ville, donc avec des gens qui ont très peu de formation, qui ont souvent à peine qui ont un niveau CAP ou VEP. Et ils ont aussi la même problématique, cette envie de trouver une situation pertinente et stable avec un métier qui les intéresse. En entreprise, ils ne veulent plus aujourd'hui, même s'ils ont 25 ans et s'ils sont à ça, ils ne veulent plus être aide à la personne à se casser le dos parce qu'ils l'ont fait pendant 3 ans et ils disent bah non, c'est pas ma vocation, je veux un métier où je suis mieux payé, où j'ai de meilleures situations et un avenir que je sais voir et ce qu'on ne sait pas forcément dans l'entreprise. Il y a moins la notion de sacrifice, peut-être, dans la relation au travail. Voilà, ils peuvent se sacrifier des heures et des heures à travailler s'ils savent pourquoi, si ça a du sens. La question du sens. Et ils ne vont pas travailler pour juste un salaire. Du coup, c'est plus du sacrifice tant qu'il y a du sens. C'est une vraie différence. De toute façon, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Certains se disent autant que je me le crée. À la limite, j'ai mon idée. Est-ce qu'elle sera bonne? Est-ce qu'elle sera pérenne? On verra bien. Une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi en finance autant le numérique c'est très bien et aussi peu l'économie sociale et solidaire, alors qu'elle a tout autant pertinence à améliorer la société et à la faire évoluer. Mais aussi, les gens de l'économie sociale, et je fais partie de ces gens-là, on a peur de parler d'argent et de réclamer d'argent. Enfin, moi, j'ai mis presque 2 ans à réclamer 100 000 €. Et là, voilà, une start-up, quand elle est dans le numérique, elle commence déjà à se dire il me faut 200 000 € si je veux créer ci ou ça. La technique ne peut pas marcher, mais c'est sûr que ça aboutit des fois moins vite. C'est peut-être plus pérenne, j'en sais rien, enfin, je ne dis pas qu'il y a une solution, mais voilà, il y a certainement différentes façons de travailler en fonction des secteurs, et sur certains, on a encore beaucoup à faire. Oui, Jacques. Alors moi j'ai une question par rapport au métier d'incubateur, c'est intéressant. Je regarde la statistique, et je me dis sur 100 projets, 50 démarrent, et là-dessus 94% échouent. Ça veut dire qu'il y a 3%. Et là moi ça me pose un problème. Pourquoi? Ça me pose un problème énorme. Et oui, parce que, ok, on a compris, je crois vraiment à ce segment qu'est la start-up sans négliger les autres. Mais ça, au moins, il y a quelque chose. En plus, ça correspond à une véritable, enfin, je veux dire, à quelque chose qui est important par rapport aux jeunes. Ils sont dans ce modèle-là et il faut y aller. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'avec 3% en gros de réussite, qu'est-ce qu'on fait? C'est énorme, il y a un gaspillage, et j'ai peur, moi, que ça casse la dynamique. Je vais vous répondre, parce qu'en fait, je ne donne pas assez de détails, mais c'est presque philosophique. Mais quand on dit qu'il y a 3% de réussite, j'ai envie de dire qu'il y a quasiment 100% de réussite. Parce qu'en fait, 2 choses. 96%, il est basé sur notre programme, à savoir, est-ce qu'on arrive à transformer en moins de 12 mois une idée, un prototype qui fait preuve de marché et qui commence à trouver des clients. Et ensuite, cette startup devient soit une société classique qui fait du chiffre, soit elle a de l'argent, peu importe, elle fait service en tout cas réussi. Donc là, sur 100, il y en a 3 qui vont effectivement pouvoir continuer à vivre. Et les autres, enfin je veux dire, on n'a pas 2 ans. On a avoir, entre guillemets, passé 10 mois à trimer comme un ouf, à connaître tous les problèmes rencontrés de la création d'une société, de savoir pitcher, de savoir présenter un produit, de savoir se défendre, etc. Moi, de me planter en 10 mois, c'est pas un échec. C'est une leçon pour savoir ne pas faire les mêmes erreurs la prochaine fois. Et il nous arrive souvent de voir des porteurs de projets revenir 1 an après, en disant j'ai une nouvelle idée, par contre cette fois je sais comment je vais la présenter. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que ce sont des taux d'échec sur une très courte période. Et sur une carrière de X années, 10 mois, c'est rien. Au contraire, c'est même, enfin, moi je l'ai vécu à la manière dure en plusieurs années, mais certains vont se planter en 6 mois
Ils vont revenir assez clairement en disant j'ai compris, je reviens, ça je ne ferai pas de faire la même erreur, ça je ne vais pas le faire de la même façon. Au contraire. C'est soit je réussis, soit j'apprends. Est-ce qu'on sait mesurer le taux de retour? Moi j'insiste, mais c'est important. Bien sûr qu'on a le taux de retour. Voilà, donc si en refaisant, parce que c'est des gens qui vont lever des fonds. Non, il y a une économie derrière. La réussite, c'est pas la levée de fonds. La réussite, c'est la preuve de marché. C'est-à-dire que j'arrive à trouver des clients et j'arrive à vendre mon produit. La levée de fonds, c'est pas forcément une fin en soi. La levée de fonds, c'est si on a envie de vendre une petite somme immédiate, une plus du monde. Donc, si la boîte est assez rentable, on parlait de la BPI, des fonds, etc., des subventions, ça peut aider largement à démarrer une boîte. Ensuite, à voir si l'entrepreneur, lui, il a envie de se dire ok, je suis prêt à vendre partie de ma boîte et aller plus vite, par contre, je sais ce qui va m'arriver, ou pas. C'est chacun son choix, mais l'objectif, c'est avant tout, je reviens sur plusieurs choses qui se disaient là, je reviens tout à fait sur ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que les entrepreneurs, ils se payent le luxe d'être libres. C'est-à-dire que s'ils viennent pour créer leur boîte, c'est pas pour se faire des cash machines dans la plupart du temps. Évidemment, il y en a. Évidemment, il y a des cash machines en puissance. Mais la plupart, ils ont dit au revoir à un poste de développeur payé 3 ou 4 000 balles dans une SS2I coin, et ils vont être au chômage, et ils vont être en fin de droit, mais ils vont quand même préférer se sous-payer et être libres de leur futur et fabriquer leurs produits et leurs idées, plutôt que d'être un numéro X dans une grande boîte ou une boîte moyenne. C'est la notion d'audace, c'est de sortir de sa zone de confort. Mais bien sûr, c'est psychologique. Non, mais moi je alors attends, est-ce que je peux juste témoigner? Oui, mais il y a depuis longtemps. Non, moi je voudrais juste témoigner. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le web et c'est vrai que j'ai le sentiment aujourd'hui que le web, le numérique n'est plus forcément un métier d'avenir, dans le sens un métier de demain. C'est-à-dire que pour moi, ça fait 20 ans, donc c'est une réalité. Tout le monde parle du web, etc., montre des startups et tout ça, c'est extraordinaire, ça fait des étoiles dans les yeux. Mais moi, je suis arrivée à un point où je me dis à quoi sert le numérique, à quoi sert le web, pourquoi est-ce qu'on fait le web. Moi, j'ai adoré le web, je suis allée au web au départ, cet esprit justement dont tu parlais, de collaboration, de partage, de construire quelque chose qui avait du sens pour l'humanité, pour les gens, etc. Aujourd'hui, on a un point où il y a plus 4 degrés. On a la biodiversité qui est en train de s'effondrer, on a des problèmes de bouleversement climatique, etc. Je me dis, ok, le numérique c'est génial, faire du business, tout ça, super, mais so what quoi? On fait quoi avec tout ça et maintenant, c'est quoi le next step? Voilà, je te dis des choses stables aussi. Donc je dis, Laurent, toi, qu'est-ce que tu es à Bordeaux demain? Tu es venu, qu'est-ce que tu viens faire ici et pourquoi est-ce que... Ah oui, il avait pas eu de l'air. C'est le moment de se C'est pas très écologique le web. Donc là, il y a Jean-Louis qui va parler, il y a Laure, voilà, et puis ensuite encore 4 personnes. Allons-y. C'est un sujet compliqué qu'on aborde là et ça part c'est pas bien. On avait dit qu'on allait faire une déclaration dentifrice. Non, voilà, ça, j'essaie de rebondir sur ce qui est complication. Effectivement, la recherche de sens dans l'économie et dans les entreprises, c'est un sujet vraiment très prégnant et très à la mode partout dans tous les milieux, y compris dans certains milieux de patronat, comme vous le savez. La question du sens, par exemple, existe dans le numérique, parce que le créateur se met à créer son entreprise, il ne se pas toujours, effectivement, la fin, sauf que le système est fait pour ça. C'est pas lui qui va le demander. Mais supposons qu'il lève 1 million d'euros auprès d'un investisseur. Cet investisseur, vous voyez qu'il a 1 million d'euros pour que dans 50 ans, il va pouvoir 1 million d'euros dans un ou est-ce qu'il y a une personne qui vient suivre en disant écoutez, je veux participer à notre système et donc moi je veux savoir mon cacharoute, comment je sois, etc. Donc on est vraiment dans moi je pense qu'on est dans une lutte systémique aujourd'hui. Oui. Entre d'un côté, ce qu'on va avoir c'est terrible. C'est un prénom, tu dis. Il n'y a pas d'Adam dans la salle. Quand on se parle entre nous, par contre, à propos des gros managers
internationale à peu près libérée, on parle du constat suivant, c'est que, le numérique détruit plus d'emplois qu'il n'en crée, on parle d'emplois salariés. C'est-à-dire ce que j'ai pas dit, d'accord, parce que j'ai fait déjà proportion de réseau, c'est aux États-Unis, l'emploi salarié baisse à cause du numérique et montre effectivement l'emploi individuel, la création d'entreprise, le freelance, et c'est pas un choix. Parce qu'on pourrait penser que c'est un choix des gens de faire ça. Oui, c'est le choix, sauf que quand tu es au chômage, c'est pas de nouveaux salariés, au bout d'un moment, le choix, c'est de quoi faire, de peut-être un petit peu. Et ça, c'est bon de système économique mondial. Donc on est confronté au problème numérique, transformation, etc. On est confronté aux problèmes environnementaux, tu l'as dit, avec une responsabilité très très forte, notamment dans le milieu industriel. Qu'est-ce qu'on fait dans notre industrie? Est-ce qu'on continue à fabriquer des iPhone 4, 5, 6, 7, 8, 10? Est-ce qu'on continue à financer une mécanisation pour fabriquer des générateurs? C'est des problèmes éthiques très très forts qui se posent à nous. Troisièmement, le problème de la migration. On ne pense jamais à ça. Mais on est confronté, nous, chefs d'entreprise, à cette problématique de migration, et donc on s'interroge sur comment on va faire l'humain pour faire ce melting pot qui est quand même très vertueux quand on réfléchit. C'est pas une menace, la migration, au contraire, un rapport de... Et le quatrième point sur lequel on confronté, c'est que je dirais que les règles du jeu, je dirais de bon sens qu'on avait autrefois, de bienveillance quand on fait du commerce, ont changé. Aujourd'hui, c'est un peu, comment vous dire, c'est un peu une espèce de pression qui est faite des acheteurs pour faire trouver le travail qui se fait par batterie, c'est une pression pour réduire les coûts partout, on juge les patrons à la performance financière, à la rentabilité de l'entreprise, et non pas à la création d'emplois qu'il faut ou à son impact sur son environnement local. Donc moi je pense que tant qu'on n'aura pas changé nos modèles d'observation de l'économie, en particulier tant qu'on n'aura pas détruit ce putain d'esclavagisme au PIB, on ne s'en sortira pas. Parce que tout à l'heure, je vous ai raconté que Bordeaux capte 80% de ses revenus, c'est pour ça qu'il y a l'emploi à Bordeaux, parce que 80% des revenus viennent de l'extérieur de Bordeaux. Seulement 20% est produit par Bordeaux. Et oui, justement, vous parlez de la loi de PIB, je ne vous parle pas de bien-être des gens, je vous parle de PIB. Donc il faut à un moment donné qu'on change nos paradigmes. Il y a plein d'économies qui sont là aujourd'hui, présentes, prêtes à se développer. Vous avez cité l'économie culturelle, on discutait tout à l'heure de l'économie culturelle et créative. On peut parler avec Terrani, je ne sais pas si elle est encore là, de l'économie de on peut parler de l'économie de l'efficience, c'est-à-dire utiliser ce qu'on a pour faire, on utilise ce qu'on a et pas plus. Et moi je parle maintenant de la terre économie, comme on dit, de l'économie de l'altérité. Donc on a plein de possibilités, si on peut bien s'en donner la peine, d'utiliser peut-être les modèles qu'on avait en termes des montages d'entreprise, etc., mais d'appliquer avec d'autres critères et d'autres moyens de mesurer nos développements. Moi je propose clairement qu'on utilise ce que dit c'est en sortir, qui sont des indicateurs de bien-être de la population. Mais le bien-être, c'est pas oui, alors on peut discuter de ça, c'est des indicateurs de bien-être à la fois environnementaux, à la fois sociaux, etc. D'ailleurs, vous remarquerez que les éducateurs de bien-être de l'organisation au lycée, l'endroit où c'est les indicateurs les plus bas, ce sont ceux qui vont au Front National. Il y a une corrélation directe. Bien sûr. Donc si on n'a pas la conscience aujourd'hui, moi je rêve du numérique, j'ai rêvé du numérique, ce que j'appelle le nouveau monde. Mais c'est bullshit ça. Tu vois, de bullshit, c'est complètement bullshit. On ne va pas sauver le monde grâce aux startups qui se montent pour vendre des salariés. Excusez-moi, je le dis. C'est parce qu'à un moment donné, on se réveille un peu. Et là, le politique a tout son sens. Ah oui, bien sûr. Si le politique se met pas, on est dans une économie de marché régulée par les États. Il ne pourra pas empêcher. On est dans une économie de marché régulée par les États, tu l'as dit, les subventions, etc. On paye des États de côté pour ça. Il faut que le politique s'investisse. Alors attends, Laure a donné la parole il y a 53 minutes. En fait, elle a changé 40 fois de sujet, mais elle a quand même un truc à dire. Alors, et après, il y aura Mathieu. Alors, la question, je rejoignais la BPI. Moi, j'ai fait plusieurs types d'entreprises, des sociétés cotées en bourse, d'Abopharma, machin, à Bordeaux. Donc, je viens de Paris, c'est encore plus du parti. Ce que j'ai remarqué, c'est que le métier numéro 1 de la chef d'entreprise, c'est d'aller chercher des aides. En France, je suis estomaquée. On rejoint la BPI, donc les offres de services, moi, je suis pas choquée aussi.
je travaille pour des fonds d'investissement, c'est que là, c'est là où le politique peut changer, parce qu'il a des acquaintances avec la BPI et peut-être un rôle sur les fonds d'investissement, d'amorçage et autres, c'est que la notion de travail d'innovation sociale, elle n'est pas prise en compte par eux. Et c'est là que quelque chose peut se passer. Parce que BPI, ça plante aussi plein de temps. Moi, la boîte que j'ai accompagnée, elle est sortie de son plan de redressement. On est dû passer 3 fois parce qu'ils nous ont oublié, parce que ça n'existe pas pour des boîtes qui sortent d'un redressement. C'est extraordinaire quand même. Pas allégé, pas relayé, ça n'existe pas. Donc, la notion, celle-là, elle est importante. Non, mais c'est juste incroyable. Et la notion de BPI et autres, elle peut planter, mais la mentalité doit changer là. Il ne faut pas le politique intervient là. Il n'y a pas de politique. Attention. Oh, voilà. Et après, après les résistances sur dire que oui, l'innovation de proximité, mais on ne peut pas résister au monde non plus. Quand on a un monde qui, en Thaïlande, a dans une pharmacie à 2 balles des appareils pour produire des cellules souches, nous on est bien petits à Bordeaux. Donc, quelle résistance c'est la question de maillage déjà qu'on veut dans Bordeaux avec cet aspect. On ne veut pas échapper au digital, ce n'est pas vrai. Et on ne peut pas échapper au monde. Moi, je vois que c'est plutôt qu'est-ce qu'on veut sur cette ville, avec les 7 degrés. Projet de société. Projet de vraie société. On n'en échappe pas. Ben oui, on est là pour ça. Et en fait, on ne résistera pas forcément à tout, parce que moi, ça m'a vraiment choqué les solutions. C'est pas un signe de quartier en Chaillon, je veux dire. Non, mais si. On n'en a même pas dans la preuve. Alors... Mais non, allons-y. Oui, alors pourquoi on parle beaucoup de numérique et des startups aussi? Parce que c'est le nouveau secteur, on fait des économies d'échelle. Là où une société de service n'arrivait plus à faire des économies d'échelle, la croissance en baisse, le numérique rapporte des économies d'échelle. Moi je travaille à la CAF, on est en train d'automatiser les prestations et toutes les administrations publiques développent le numérique d'abord pour rendre des postes et baisser la dette de l'État et de la Sécu. Donc au final, il y a aussi ça derrière le numérique, c'est comment on met des choses automatiques à la place d'humains, et comment, quand on parle d'économie sociale et solidaire, comment on rentabilise, quand il faut mettre un humain face à d'autres humains, pas faire trop d'économie d'échelle. Par contre, il y a des outils numériques pour que les gens travaillent ensemble sans se rencontrer, ou des réponses automatisées. Là, on fait des économies d'échelle. Donc des fois, ça peut être en contradiction dans le principe de société où il y a des systèmes numériques de plateforme pour que les gens se rencontrent, travaillent ensemble. Il y a aussi des outils pour éviter justement de se rencontrer et se retrouver seul face à l'administration, face à des outils numériques où là on est perdu et tout le monde n'est pas armé face au numérique. Donc la question qu'on se pose, nous et des collègues, c'est quoi une société du tout numérique? Qu'est-ce que ça crée en termes de relations sociales et de dynamique? C'est uniquement du non-recours. Voilà. Mais en même temps, on est là grâce au numérique. Alors, c'est la deuxième partie de ton intervention. C'est pas un paradoxe. C'est comme le chocolat. C'est quelque chose qu'on dit depuis les années 80, des logiciels libres. On s'est posé la question au début de l'histoire. On avait une revue qui s'appelait Terminal. On travaille déjà en télématique. On se posait toutes ces questions-là. On les a toutes dans nos revues. En philosophie, en éthique, on s'est posé toutes ces questions-là. Et si on est là ce soir, c'est qu'effectivement, on se demande dans quel monde on va vivre demain, c'est ça. Et on aimerait bien trouver un juste équilibre. On n'est ni pro-digital, ni contre le digital. On n'est ni pro, voilà, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. On essaie de trouver un juste équilibre pour le mieux vivre ensemble et pour ce bien-être commun. On cherche, voilà. Non, oui, bien sûr, de l'utilisation des choses. Toujours. Vas-y. Je vous donnerai la deuxième partie. Le questionnement, je partagerai. Si Jean-Denis, si ça intéresse à Jean-Denis, je pense que c'est quelque chose je voudrais partager ce que tu as dit. La question que je me pose, quelle est la part ou la place de l'homme avec un grand H face au numérique de demain. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez faire votre course, vous avez plus d'hôtesse qui vous reçoit et permet d'encaisser votre achat. Deuxième question,
qui est important aussi pour le travail de demain, c'est le charge social. On n'a pas abordé. C'est le charge social quand même, il faut le dire, par rapport à d'autres pays. On ne veut pas aller très loin, nous allons visiter nos voisins qui sont en Espagne en bas ou on remonte en Belgique. Les charges sociales qui ne pèsent pas aussi lourd sur les entrepreneurs, ça c'est quelque part aussi, ça fait partie d'un poids sur le dos de l'emploi de demain. La fuite des cerveaux. Il ne faut pas oublier, la fuite des cerveaux, c'est nos intellectuels qui sont en France ne sont pas écoutés, ils n'ont pas assez la possibilité de développer leurs idées. Comment faire pour les garder parmi nous? Parce que si vous faites un petit peu attention à ces gens-là, vous le rencontrez dans vos voyages à l'étranger, vous remarquerez que la majorité qui sont partis en pensant que l'Amérique à l'ouest, on va aller chercher là-bas c'est au dollar, on va aller développer nos idées, comme c'est passé pour vous, vos associés vous ont déplumé, les autres aussi, les Américains ils ont déplumé certains, et vous les trouvez à la tête d'un restaurant français. Heureusement que la gastronomie française, quand même, elle sauve nos chercheurs qui sont partis, ils n'ont pas réussi à faire fortune à l'étranger. Par contre, ils osent plus rentrer dans leur pays d'origine et ils ouvrent des restaurants pour pouvoir travailler et rester vivre sur place. Ça, il ne faut pas les oublier. Le web, la dernière chose, je vous pose la question. Pensez-vous que le web est écologique? Ça, franchement, si vous voyez l'énergie nécessaire pour ça, si vous voyez la chaleur, la quantité de chaleur qui générée par rapport, c'est pour juste une salle si je prends juste la partie là, c'est juste le coin de cette salle-là, il faut le nombre de clim pour simplement rafraîchir les salles. On peut, avec cette quantité de climatiseurs, on peut rafraîchir une maison de 200 à 250 mètres carrés. Ça, c'est pas écologique du tout. La numérique, tout à l'heure, vous avez dit que nous sommes ici réunis ce soir grâce à le numérique. Excusez-moi, je pense que c'est grâce à la communication. Et on utilisait dans le passé le téléphone. Le téléphone et la pièce aussi. Aujourd'hui, c'est le numérique, c'est un outil, ni plus ni moins, mais la communication est la base de tout. S'il n'y a pas de transmission et émetteur-récepteur, ça ne servira, on ne sera jamais là. Merci. Merci à vous. Alors moi j'ai deux petites choses. On n'a pas du tout parlé d'artisanat ce soir, dans les métiers des entreprises de demain. Alors justement. On n'a pas du tout abordé ça. Et puis l'autre chose, sous forme de question, c'est on n'a pas forcément envie d'un bord de demain de penser que nous pourrions tout acheter et tout vendre 24 heures sur 24. On n'est plutôt quand même pas dans cette discussion. Peut-on l'empêcher? Peut-on sincèrement empêcher cette hypothèse-là? Voilà, parce que rien que sur le travail le dimanche et les ventes et le travail jusqu'au soir, 22h ou la nuit, on n'est déjà pas forcément outillé à l'échelle d'une ville pour empêcher que cela survienne. Voilà, donc il y a ce qu'on ne veut pas, il y a le projet de société, et puis il y a la réalité de ce qui se passe et qui pousse malgré tout. Voilà. Donc il y a quand même une petite question sur le liberticide ou pas, parce qu'à un moment, ça veut dire que soit on laisse les gens être ce qu'ils sont et on les accompagne, soit à un moment on les empêche d'eux, et qui décide d'empêcher d'eux et sur quelle base. Voilà. Donc en fait, c'est pas seulement la question économique, c'est vraiment la question démocratique. Où se place la liberté et quelle est la liberté à laquelle nous renonçons? On peut éteindre la lumière des vitrines par exemple. Même éteindre la lumière des vitrines, je crois que ce n'est pas quelque chose que la ville pourrait imposer à les commerçants et les artisans. La nuit, voilà, elle pourrait inciter à, mais elle n'aurait aucun droit de dire dans des propriétés privées vous devez éteindre la lumière. D'éteindre la lumière. La législation sur les lumières à Paris, elle vous oblige de telle heure à telle heure C'est à l'échelle du site. Entre 1h à 5h du matin. Oui, je crois qu'à Bordeaux c'est pareil. 1h à 5h du matin. C'est allumé. Oui, mais 1h, 5h du matin. C'est déjà pas mal. C'est le début de l'histoire. Que sur une porte. C'est comme on dit dimanche. On peut,
mais on ne peut pas interdire 4 dimanches. C'est le public. Non, mais pour le dimanche, par exemple, on ne peut pas interdire 4 dimanches. Oui, mais c'est un début. Donc il y a un démarrage, et on n'est pas allé jusqu'au bout. C'est le début de C'est un vrai débat démocratique large. Je veux juste dire que j'ai une start-up qui est lancée par un jeune élu près de Marmande, qui avec sa sœur fait une plateforme pour aller sourcer des artisans qui n'arrivent pas à être reconnus et à vendre leurs meubles via cette plateforme. C'est assez rigolo. Oui, mais ils vendent des choses que des gens font. Ils fabriquent Alors, avec leurs mains. non, oui, il va chercher des artisans et il dit aux artisans, il veut faire découvrir ces artisans aux internautes. Les internautes puissent être mis en relation avec des artisans qu'ils n'auraient jamais pu voir parce qu'ils sont au fin fond du pays. C'est une plateforme. Et juste une petite remarque sur la question, c'est est-ce qu'on pourrait empêcher d'acheter l'intérieur sur Internet? Moi, j'ai pour habitude de dire qu'un business, il ne se pose pas dans cette question, c'est le client qui va décider à la fin sur le business. Et moi, quand je vais à Londres, quand je vais en Espagne, quand je vais au Portugal, quand je vais dans toutes ces capitales européennes, et que je trouve que tout est ouvert et que ça génère un business de ouf et que, évidemment, je ne connais pas tous les chiffres, mais ça a pas mal de ça que je dis. Je dis qu'on a quand même pas mal de leçons à tirer. Tu parles de métropole. Ouais. Il faut que ce soit ouvert 24 heures sur 24. Que Ah, 24 heures sur 24, mais je veux dire. Moi, par exemple, je vais apprendre tous les dimanches sur les cinécoles, mais j'y arrive pas. Mais moi, il y a un jugement de citoyen poussé, même mon fils est là. Donc, je peux pas. Non, mais c'est surtout. Ben oui, mais le libre choix, le problème, c'est que le libre choix de notre consommation a montré ses limites parce qu'on est à plus 4 degrés pour le réchauffement climatique. Et donc, plus 4 degrés, ça veut dire qu'en 2050, ici, ce sera Barcelone. Est-ce que c'est l'hiver, 4 degrés de plus? Est-ce qu'on identifie d'où vient la source spécifique de l'hyperconsommation et de la réduction. Ça s'appelle le conditionnement. Ça s'appelle le conditionnement. Ah ouais, non, mais ça, mais c'est l'argument total, ça. C'est l'argument total. Non, mais c'est vraiment l'argument de... Non, mais le problème, c'est que le grec consomme vraiment trop, on jette produit beaucoup. Là, c'est vraiment, je parlais de brûler aux autres. Mais là, c'est pas comme disait Socrate, on pourrait faire parce que je suis en train de voir la RSA. Et la semaine suivante, je le vois en disant que je suis acheté la dernière. Bien sûr. C'est bien une question de positionnement, une éducation. Non, l'éducation. Alors, donc je pense